Alors, si nous retournons à notre plan de travail, ici, on a couvert jusqu'à présent les 3 premiers documents théoriques du module. Il reste un document important, c'est ce qu'on va appeler les fonctions des bibliothèques standards. Alors là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lié au langage qu'aux algorithmes. Bon, un langage comme le C# possède un vocabulaire relativement restreint. Alors, on va parler de moins de 150 termes normalement dans un langage de type C#. Donc, avec moins de 150 mots, on doit exprimer toutes les situations possibles. Bon, c'est correct, on peut faire ça. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve avec un vocabulaire qui est un peu limité pour ce qu'on a envie de faire. Alors, ce qui arrive, c'est qu'au terme du langage, au terme de base du langage, on va ajouter des fonctionnalités. Des fonctionnalités qui vont provenir tout d'abord de bibliothèques standards. Donc, quand on nous fournit le langage, on nous fournit des bibliothèques de fonctionnalités. Et également parce qu'on va écrire nos propres bibliothèques lorsque ce sera nécessaire. Bon. Et en plus des bibliothèques standards, il y a toute la notion des bibliothèques qui, sans appartenir au langage directement, sont souvent utilisées. Par exemple, en deuxième année, on utilise le moteur Unity, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Bien, ce moteur-là nous fournit une foule de bibliothèques supplémentaires pour faire justement des présentations graphiques ou des choses comme ça. Bon. Alors, ici, une bibliothèque, on dit que ça contient des fonctionnalités, ce qu'on appellera, nous, en informatique, des fonctions. Bon. Mais c'est quoi ça, une fonction? Bien, la notion de fonction, à la base, se rapproche beaucoup de la fonction mathématique que vous connaissez. C'est-à-dire qu'on prend une information, on va lui appliquer une fonction et notre résultat, c'est la donnée transformée. Hein? On a X, on a F, puis on a F de X. Bon. Donc, ce n'est pas quelque chose, je crois, qui vous est inconnu. Comment est-ce que ça va se représenter? Bien, ça va dépendre des bibliothèques. Nous, on va commencer par des bibliothèques simples, qui sont les bibliothèques mathématiques. Je commence par ces bibliothèques-là parce que c'est des notions que vous connaissez pour la plupart. Il y a des notions là-dedans qu'on va être capable également de montrer comment vous auriez fait ça en maths, comment on le fait en informatique. Bon. Alors, là, ici, je vous ai présenté dans l'encadré, le petit tableau, c'est quelques-unes des fonctions de la bibliothèque mathématique du langage C#. En fait, on appelle la bibliothèque Math, M-A-T-H. Bon, Math contient beaucoup plus de fonctions que ça, mais ça, c'est quelques-unes de ces fonctions-là qu'on va utiliser. Alors, on voit qu'on a toutes sortes de fonctions. Par exemple, des fonctions qui vont travailler sur la valeur absolue. On a des fonctions sur asine et atane, c'est arc sinus, arc tangente. La fonction scaling, qui nous ramène finalement le plafond, le plus petit entier supérieur à un nombre. La fonction cos, le cosinus hyperbolique, l'exposant, la lettre E finalement, le logarithme, et on verra beaucoup la fonction POW. POW, c'est l'acronyme pour Power. Power, bien, puissance. En fait, c'est notre fonction qui va nous permettre de calculer des valeurs d'exposants. Par exemple, si je voulais calculer rayon au cube, j'utiliserais la fonction Power, POW.
et etc. On a d'autres fonctions. Dans cette bibliothèque-là, on a également des constantes prédéfinies. On peut penser à la constante E, qui est la base du logarithme naturel, et surtout à la constante pi, pi, où pi représente la valeur de pi, donc, sur une entrée de type. Alors, quel type de données on a d'après vous ici? Double. Des doubles, absolument. En fait, d'ailleurs, c'est une chose qu'il va falloir tenir compte. La bibliothèque math est une bibliothèque qui travaille avec des données de type double. Donc, ça peut des fois nous amener à écrire les choses d'une manière un peu particulière si on a, par exemple, besoin d'un float plutôt que d'un double. Bon. Dans les fonctions que vous allez beaucoup utiliser, évidemment, il y a quelques fonctions de type, pas tout de suite, mais éventuellement des fonctions de type sinus, cosinus. Également, SQRT pour square root, la racine carrée, etc. On a plusieurs de ces fonctions-là vont être d'une grande utilité. Bon. Alors, pour ça, on va aller observer un peu de code. Je vais écrire du code, puis on va essayer de comprendre ce qu'on fait avec ça. Alors, je vais retourner dans le module de programmation. On va fermer cette solution. On va enregistrer tout. Et à ce moment-là, je vais donc fermer la solution et je vais créer un nouveau projet. Toujours application console.net core en C#. Le nom de l'application. Bien, écoutez, ça va être ici, on est toujours dans le module 3. Module 3, fonction standard. Bon. Alors ici, donc, on va explorer certaines fonctions et on va utiliser donc notre... Excusez-moi. Voilà. Bon. Alors ici, on va prendre un exemple relativement simple. Je vais commencer. Je veux travailler avec un float. Et ce float s'appelle rayon. Et je lui donne la valeur 5. Bon, d'accord. Jusqu'à présent, aucun problème. Et là, maintenant, je voudrais avoir le rayon au carré. Peut-être parce que je veux calculer une donnée relative à un cercle ou quelque chose comme ça. Alors, je me crée une deuxième variable et je l'appelle rayon. Et là, pour que ça soit bien clair, je l'appelle rayon au carré. Rayon au carré, eh bien, je pourrais écrire rayon fois rayon. OK. Et si je fais console.writeLine, rayon au carré, ça fonctionnera sans doute très, très bien. Alors, normalement, ça devrait m'afficher 25. Alors, effectivement, je peux le voir, c'est 25. D'accord. Bon, maintenant que ça c'est fait, imaginons qu'au lieu de vouloir faire une expression arithmétique un peu bébête comme celle-là, je veuille utiliser une fonctionnalité de la bibliothèque. À ce moment-là, ben, je vais simplement devoir écrire ceci. Math. Alors là, c'est la bibliothèque mathématique. On voit que c'est un terme qui a une couleur particulière. Et là, je lui dis POW
pour Power. Alors là, je voudrais lui dire le rayon au carré, c'est exposant 2. Alors, on voit que à l'intérieur de la fonction, j'ai écrit deux termes séparés par une virgule. On appelle ça des paramètres, les paramètres de la fonction. Donc, la fonction POW a besoin de deux paramètres. La valeur à élever à une certaine puissance et à quelle puissance on va l'élever. Mais par contre, ici, tout ça est en rouge. Bon, pourquoi? C'est que Power, comme toute la bibliothèque de maths, travaille avec des doubles. Donc, ici, ce qu'il n'aime pas, c'est que je prends le résultat, qui est un double, et j'essaie de le mettre dans un float. Alors, tenons, on va faire une première modification rapide. Double, double. OK. Ah, le rouge disparaît. Alors, regardons à nouveau. J'ai mon rayon. Bon, là, je l'ai mis un double. J'ai un rayon au carré qui est toujours un double également. Et j'ai math.par, la fonction par, POW, power, qui reçoit deux paramètres, le rayon et la valeur de l'exposant. Alors, essayons. On voit que ça fonctionne bien. C'est devenu 25. Tout va bien. OK. Bon. Alors ça, c'est une première chose. Bon. Là, on va voir un petit truc maintenant. Tout à l'heure, on a travaillé sur les conversions implicites. Mais là, on va faire une conversion qu'on va appeler explicite. Alors, imaginons que je voulais vraiment que mon rayon soit un float et je voulais vraiment que rayon au carré soit un float. Évidemment, là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que la fonction power me retourne un double, puis je ne suis pas capable de mettre un double dans un float. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais demander au système de convertir le résultat de la fonction en float. Comment je vais faire ça? Bien, je vais faire ça par une commande de conversion explicite. Alors, vous voyez, j'ai mis devant la valeur à modifier, à convertir, j'ai mis parenthèse float. Alors là, à ce moment-là, il va avoir converti ceci en float et quand je l'exécute, tout fonctionne bien à nouveau. Bon. Alors ici, donc, on a vu deux choses que je viens de faire. Je viens de faire un appel à une fonction de la bibliothèque. Je vois que cette fonction reçoit des paramètres qui peuvent être des variables ou des constantes. Le résultat de la fonction, bien, je peux le changer de type à l'aide du résultat d'une conversion explicite. Évidemment, la conversion explicite, je peux faire ça dans plein d'autres situations. Et dans toute situation, dans une expression arithmétique, il n'y a pas de problème. OK. Avez-vous des questions sur ce que je viens de vous présenter par rapport au type? Question. Est-ce que c'est possible d'importer la bibliothèque math sur tout le système? Comme si on n'a pas besoin d'écrire math devant, mettons, oui, chaque file qu'on utilise. On pourrait écrire, par exemple, using.system. On pourrait, par exemple, regardez en haut. J'ai écrit using system. Bon. Imaginons que je ne l'écrive pas using system. Bon. Là,
premièrement, là, vous voyez, soudainement, il y a du rouge qui vient de s'inscrire. C'est parce que console, c'était système.console. Oups, avec un S majuscule. Voilà. Math, c'est système.math. Donc, en fait, le using que je mettais en haut, c'était pour lui dire, va voir dans le namespace système et tu vas trouver certains éléments. Bon. Alors, j'enlève ça. Voilà. Je remets mon using system. Et là, je pourrais très bien lui dire, par exemple, using system. Et là, regardons, j'ai une foule de petites choses que je pourrais utiliser. Hein? Alors donc, il y a d'autres systèmes que je pourrais mettre. Bon, habituellement, on va quand même utiliser notre bibliothèque qui est là. Pourquoi? C'est parce que, si tu regardes, moi, j'ai deux bibliothèques mathématiques. J'ai la bibliothèque maths, mais j'ai également, par exemple, la bibliothèque MathF. MathF, elle va justement me permettre de travailler avec des valeurs float. Alors, je suis obligé un petit peu de lui dire, écoute, va chercher ça là, parce qu'il ne saurait pas laquelle. Après ça, bon, est-ce que je peux rajouter using system.math? C'est le genre de choses que je peux faire. Mais on ne va pas toujours avoir avantage à le faire. Alors, tu vois, il faut faire nos choix, il faut faire attention à ce qu'on présente comme bibliothèque. Bon, là, MathF, je vais être honnête avec vous, il faut dire qu'elle vient d'un autre endroit, mais ça, on voit cette autre histoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors là, j'aimerais juste reprendre, attendez un instant, voilà. Alors, on va juste reprendre le document qui est là et on va aller regarder d'autres fonctionnalités avec lesquelles on a déjà travaillé. Là, je viens de vous présenter des fonctionnalités mathématiques, mais il y a d'autres fonctionnalités qui existent. Par exemple, il y a des fonctionnalités qu'on a liées à la lecture de l'information. Alors, regardons ici un peu ce qui se passe. Par exemple, ici, on a un exemple avec int.parse. int.parse, est-ce que c'est quelque chose que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit, int.parse, premièrement? Personne? Ça fait quoi, ça, int.parse? C'est une conversion en type int. En fait, regardons, on va juste aller travailler un petit peu là-dessus. On va imaginer, bon, je vais fermer cette solution-là. Et on va créer une nouvelle solution à nouveau. Et là, cette fois-ci, module 3, conversion. Imaginons que j'ai ceci. Bon, premièrement,
au lieu de faire un console.readline, on va dire que je vais aller, bon, on va faire ceci. int rayon est égal à float.parse .25. Qu'est-ce que ça fait pour... Oh, on va ajouter un float là. Voilà. Qu'est-ce que ça fait pour nous? Ça convertit la string 5.25 en float. Voilà. Et ça convertit l'entièreté des caractères qui sont là en un float. C'est-à-dire que si on n'a pas de float en tant que tel, ici, lui, il ne va pas être capable. Alors, par exemple, bon, j'essaye ça. Boum, ça va bien. Bon, il n'a rien fait finalement. C'est parfait. Alors, là, il attendait. C'est parce que j'étais en train de... Excusez-moi. Oups, pas de bêtises. Bon. Alors, mettons qu'on va le dire, on va commencer par un cas encore plus simple. int rayon, int, et 5. Voilà. Bon. Parce que là, je vais rentrer dans autre chose ici. int.parse 5. Alors, si on exécute ça, il n'y a pas de problème. En fait, je suis capable de dire, après tout ça, de dire console.writeLine rayon. Voilà. Alors là, il va me sortir le rayon. Alors, on peut le voir, tout va bien. Bon. Mais là, après ça, imaginons que ici, j'entre une lettre. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne pourra pas être converti vu qu'il y a un caractère qui n'est pas un chiffre. Bon. Ça, je vais entrer ensuite. Voilà. Moi, je pense que c'est l'inverse. Il va aller quand même chercher le chiffre, même s'il y a un autre type de valeur. Parce que le point parse, il va aller chercher dans ce cas-ci, un entier dans l'inscription entre les deux guillemets. Alors, toi, tu penses qu'il va être capable parce qu'il va trouver l'entier. Oui, exactement. Bon. Alors, écoute, ça serait vraiment le fun ce que tu dis. Mais il est bien plus bête que ça. Alors, on va le tester. Alors là, regardons ce qu'on a ici. Il nous dit en gros qu'il y a eu une exception. Une exception, écoutez, c'est pas compliqué. Une exception en langage informatique, c'est un problème. Il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur à l'exécution. Et là, il nous dit c'est une erreur de format. Il nous dit la chaîne d'entrée, la string d'entrée, n'était pas du format correct. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait, lui, à ce que l'entièreté de la chaîne soit un nombre entier. Et malheureusement, dans la chaîne, il y avait une lettre. Et la lettre, il n'est pas capable. Alors, il nous le dit, ça n'a pas marché. Alors donc, il a arrêté. Vous voyez, il n'y a rien affiché. Il ne nous a pas affiché 5. Et en plus, regardez ici le code qui est marqué vers la fin du message, code moins quelque chose. En fait, le moins quelque chose a peu d'importance. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas le code 0. Quand c'est marqué code 0, c'est que tout va bien. Quand c'est marqué autre chose, c'est que ça n'a pas bien été. Alors ici, donc, si on reprend mon exemple ici textuel, on peut voir que je dis, si j'avais mis 42, ça marche. Si j'avais mis 42A, kaboum, ça plante. Bon. Alors ici, c'est important donc d'avoir, faire attention que lorsque vous entrez une donnée, alors on va aller chercher
un ancien petit programme qu'on avait écrit. Alors, regardons. Ici, au lieu de marquer 5A, en fait, on va prendre celui-là puis on va le modifier, ça va être plus simple. J'écris console.readline. Voilà. Alors, si j'écris ça et que j'exécute, alors, premier test, j'écris 45, return, ça va bien. Il m'a lu 45 et j'ai écrit 45. Si je recommence mon test, et que là, j'écris 45A, à ce moment-là, il dit non, non, ça ne fonctionne pas. Ça va? Bon. Là, on va regarder maintenant les floats. On va faire la même chose, mais avec des floats. Alors, oublions notre rayon int, mettons un rayon float. Évidemment, dans ce cas-là, je vais demander un float.parse. Et là, ici, je vais lui dire 25.5 guillemets. Qu'est-ce qu'il va faire selon vous? Et voilà ce qu'il fait. Il n'aime pas ça. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi? Il n'y a pas marqué de F à la fin. On réessaye. C'est pas ça, hein? On a mis un F, ça ne marche pas. En fait, il ne faut surtout pas mettre de F. Ça, je peux vous le jurer. Parce que le F, c'est vraiment dans le code qu'on a le droit de le mettre. Ici, si on est en entrée d'utilisateur. OK. Bon, je vais vous donner un indice. Mon Windows est en format Windows, c'est un Windows français et je l'ai paramétré en mode canadien-français. Il veut une virgule au lieu d'un point. Ah, voilà. Bon, là, il faut faire attention, c'est parce qu'on utilise même des systèmes un petit peu évolués. Donc, il se fie à votre système d'exploitation et à votre configuration pour savoir s'il doit utiliser le point décimal ou la virgule décimale. Alors là, ici, comme moi, mon système est configuré de manière à avoir une virgule décimale. Eh bien, comme on est en système métrique international, eh bien, il n'aime pas le point. Bon, alors vous voyez que c'est quand même un peu subtil. Par contre, je n'ai pas eu besoin de mettre le F. Il savait que c'était un float. Ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est si j'avais fait ceci, au lieu d'écrire 5,5, si j'avais mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc beaucoup plus de chiffres significatifs que nécessaire, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, vous voyez qu'il n'a pas été capable de tous les mettre. Il n'a conservé que ceux qu'il était capable de stocker. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de faire sur les fonctions?
Alors, ce que nous allons faire, nous allons reprendre un exemple, donc un peu plus, on va reprendre cet exemple-là, et là, on va faire donc l'exemple de notre calcul du volume de la sphère. On va cette fois-ci aller le mettre en utilisant justement les nouvelles notions qu'on a eues. Alors, reprenons notre problème. Je vais chercher le programme des conversions. Donc, je ferme la solution. Je vais ouvrir un projet ou une solution existante dans 420-201. On va aller chercher les conversions implicites. Ouvrir. On prend le SLM. Bon, on est... Ah, je viens de retrouver mon fichier. Alors ça, c'est une chose qu'il faut développer, votre capacité à aller rouvrir un ancien projet. Bon. Ici, donc, je suis dans le monde des floats. J'ai un rayon, je veux calculer le volume. Et ici, j'ai écrit rayon fois rayon fois rayon. Bon. Là, je veux faire appel à la bibliothèque standard math et à la fonction POW. Comment est-ce que je résous ça? Alors, prenez quelques minutes pour trouver quoi écrire ici pour que ça fonctionne bien avec le reste en utilisant la fonction POW de la bibliothèque math. Alors, comment est-ce que je dois écrire ça? Est-ce qu'il y a un volontaire? Oui. mathf.pow. Ouais. Ouvre la parenthèse, rayon, virgule 3, ferme la parenthèse. Bon. Mais là, on utilise mathf. Et si je veux utiliser math maintenant, comment je devrais écrire ça? Un volontaire? Tu mets un float en parenthèse avant math. Parce qu'en ce moment, évidemment, là, ça ne marche pas parce que math.pow me ramène un double. Et effectivement, je n'ai qu'à faire ceci. Ah. Là, l'opération convertie en float s'applique
à la valeur à la droite. Alors là encore, ça va fonctionner. Donc, on voit qu'on a deux fonctionnalités là-dessus et il faut être capable de passer de l'un à l'autre. Bon. Entrer le rayon. Alors là, on peut rentrer un rayon de 1 et on voit qu'on obtient la bonne valeur attendue. Oups.